3 heures dans les toilettes d'une salle de réception, assis sur la cuvette fermée, écoutant la musique d'une fête que j'ai moi-même payée. Cela m'a coûté 125 000 € et un fils, mais m'a enseigné la vraie valeur du respect. Je m'appelle Bernard Dupont, un vieil homme de 71 ans qui a vécu toute sa vie à Lyon, en France. J'ai travaillé pendant plus de 40 ans comme comptable dans une entreprise textile de la région, l'une de ces anciennes sociétés qui était le cœur de l'industrie lyonnaise. J'ai pris ma retraite il y a environ 7 ans, mais j'ai continué à faire quelques petits travaux de comptabilité pour compléter ma pension. J'habite dans une maison simple, dans le quartier de la Croix-Rousse, un endroit tranquille où j'ai élevé ma famille et où je pensais avoir une fin de vie paisible, entourée d'affection et de respect. Mais la vie a ses façons de nous surprendre, surtout quand l'amour que l'on donne ne revient pas dans la même mesure. J'ai toujours été un homme de travail, vous savez, de ceux qui se lèvent tôt et ne rentrent chez eux que lorsque le travail est bien fait. J'ai commencé à travailler à 14 ans, en distribuant le journal dans les rues de Lyon. Puis j'ai été coursier, assistant de bureau, et j'ai étudié la comptabilité le soir tout en travaillant le jour. Je me suis marié à 23 ans avec Thérèse, que Dieu ait son âme. Et nous avons eu Marcel, notre fils unique. Thérèse est partie il y a 8 ans après une lutte contre le cancer. Et depuis, j'ai pensé que mon rôle était de continuer à prendre soin de la famille que nous avions construite, même à distance. Toute ma sueur, chaque heure supplémentaire, chaque centime économisé, c'était en pensant au bien-être de Marcel et plus tard de mes petits-enfants, Julien et Béatrice. Je n'ai jamais été du genre luxueux. Ma seule fierté matérielle était ma Peugeot 308 de 2018, achetée avec mes économies après des années à conduire des voitures d'occasion. C'était mon trésor. Je la lavais tous les samedis, j'en prenais soin comme d'un enfant. Mais quand il s'agit de famille, on n'hésite pas à renoncer à ce qu'on a, n'est-ce pas? Avant de poursuivre cette histoire, j'aimerais remercier la chaîne Journal des Papys de me donner l'opportunité de raconter mon histoire. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je serais ici à me confier sur quelque chose d'aussi personnel. Et je vous demande, à vous qui regardez, de vous abonner à la chaîne, de laisser votre like, de commenter d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Ça ne coûte rien de soutenir ce beau travail qui donne une voix à nous, les vieux, qui avons tant d'histoires à raconter. Tous les jours, il y a une nouvelle histoire ici, et qui sait si la vôtre ne ressemble pas à la mienne. Ce que je vais raconter maintenant, c'est comment un père peut tout donner et ne rien recevoir en retour, et comment l'ingratitude peut venir de ceux dont on s'y attend le moins. Mais c'est aussi une histoire sur la façon de trouver de la dignité, là où l'on ne l'imaginait pas, et sur la véritable justice que la vie finit par apporter, même quand tout semble perdu. Je suis né en 1953, à une époque où Lyon avait encore beaucoup d'une petite ville. Mon père travaillait à la SNCF et ma mère était couturière. Nous étions 5 frères et sœurs, et j'étais celui du milieu. La vie n'était pas facile, mais elle avait un bon goût de simplicité. Nous jouions dans la rue jusqu'à la tombée de la nuit, nous nous baignions dans le Rhône, et le plus grand luxe était une glace le dimanche après la messe. J'ai grandi en voyant mon père partir travailler à l'aube, et ne rentrer que le soir, toujours avec une nouvelle histoire à raconter sur ses voyages sur les rails. J'ai étudié à l'école publique du quartier, et dès mon plus jeune âge, j'ai montré une aptitude pour les chiffres. Tandis que mes frères voulaient être footballeurs ou conducteurs de train comme notre père, je rêvais de travailler dans un bureau avec une cravate, à faire des comptes. Ils se moquèrent de moi, mais c'est ce rêve qui m'a fait étudier plus que les autres. Quand j'ai eu 14 ans, j'ai commencé à livrer le Progrès, le journal local, avant d'aller à l'école. Je me levais à 5 heures du matin, je prenais mon vieux vélo et je partais dans les rues encore sombres, distribuant les journaux. C'était peu d'argent, mais ça aidait à la maison et ça me donnait une certaine fierté. À 18 ans, déjà assistant de bureau, j'ai commencé des cours de comptabilité le soir. Je prenais 3 bus. Je rentrais chez moi après 23 heures. J'étudiais jusqu'au petit matin. Ce fut ainsi pendant 4 ans. Une fois diplômé, j'ai obtenu un emploi chez Textile Lyonnais, l'une des plus grandes entreprises de la région à l'époque. J'ai commencé comme assistant comptable et j'ai gravi les échelons petit à petit. Ma routine était toujours la même. Je quittais la maison à 6h30. Je prenais le bus bondé, j'arrivais au bureau à 7h45 et je commençais déjà à vérifier les livres de caisse et à organiser les documents pour les saisies du jour. À l'époque,
Tout était manuel, vous savez, d'énormes calculatrices, de lourds registres que nous remplissions à la main avec cette écriture soignée que j'avais apprise à l'école. Je déjeunais d'une gamelle que je préparais moi-même le matin pour économiser, et je ne partais qu'après 18 heures, restant souvent plus tard pour clôturer le bilan ou aider à un audit. Les week-ends, je prenais encore des travaux supplémentaires de déclaration d'impôts pour compléter mon salaire. C'est ainsi que j'ai rencontré Thérèse. Elle travaillait au service du personnel de la même entreprise, une jeune femme discrète, aux cheveux noirs et au sourire timide, qui m'a conquis dès le premier « bonjour ». Nous nous sommes fréquentés pendant 2 ans. Nous nous sommes mariés lors d'une simple cérémonie à l'église du quartier et nous sommes allés habiter dans une petite chambre louée au fond de la maison d'une de ses tantes. La fête a été un gâteau, du soda et des petits fours que sa mère a préparés. Pas de salle de réception ni de photographe professionnel, mais il y avait de l'amour, du respect et la certitude que nous construisions quelque chose de solide. Marcel est né 2 ans plus tard, fils unique, car Thérèse a eu des complications à l'accouchement, et les médecins lui ont recommandé de ne pas avoir d'autres enfants. Nous avons mis tous nos espoirs dans ce garçon. Nous travaillions doublement pour lui donner ce que nous n'avions pas eu. École privée, cours d'anglais, voyages de vacances, vêtements de marque, tout ce que nous pouvions et parfois ce que nous ne pouvions pas non plus. Les sacrifices ont été nombreux. Je me souviens d'une fois, quand Marcel avait environ 12 ans, il voulait vraiment un vélo importé qui était à la mode. Il coûtait presque un SMIC. Thérèse et moi avons passé 3 mois à ne manger que du riz, des haricots et des œufs, économisant chaque centime pour acheter son cadeau d'anniversaire. Quand nous lui avons offert le vélo, le sourire sur le visage de mon fils valait chaque sacrifice. Une autre fois, déjà adolescent, Marcel avait besoin d'un ordinateur pour faire ses devoirs. C'était en 1995, un ordinateur était un article de luxe. J'ai fait un prêt que j'ai mis 5 ans à rembourser avec des intérêts très élevés. J'ai travaillé à 3 emplois en même temps pendant un certain temps. Chez Textile Lyonnais pendant la journée, donnant des cours de comptabilité le soir dans une école technique et faisant des déclarations d'impôts les week-ends. J'arrivais à la maison après 23 heures, épuisé, mais heureux parce que mon fils avait ce dont il avait besoin pour ses études. Quand Marcel a été admis à la faculté de droit, dans une coûteuse université privée de Paris, nous avons vendu la voiture que nous avions à l'époque et hypothéqué la maison que nous avions réussi à acheter avec tant d'efforts. Thérèse est retournée travailler à temps plein. Même en ayant déjà des problèmes de santé, je prenais des heures supplémentaires dès que je le pouvais. Tout pour qu'il ait la meilleure éducation, pour qu'il n'ait pas à lutter autant que nous. Et ce fut ainsi pendant 5 ans de faculté, plus la spécialisation, plus le cabinet que nous avons aidé à monter après. Marcel a obtenu son diplôme, s'est marié avec Céline, une jeune femme d'une famille plus aisée de la capitale, et ils ont eu Julien et 2 ans plus tard Béatrice. Il a monté un cabinet d'avocats à Lyon, même avec l'argent que nous avions gardé pour notre vieillesse. Nous disions que c'était un investissement dans son avenir, qu'ensuite il nous aiderait. Thérèse disait toujours « Un enfant élevé est une assurance vie, Bernard ». Si elle savait. Notre patrimoine a été construit brique par brique, la maison dans le quartier de la Croix-Rousse achetée avec un prêt de 25 ans que j'ai fini de payer à 60 ans, un petit terrain à Annecy, dont j'ai hérité de mon père. Il avait 2 autres terrains plus grands que je n'ai jamais mentionnés à Marcel, gardés comme une réserve pour les urgences. Une modeste épargne pour les imprévus et la Peugeot 308 de 2018, ma fierté, achetée comptant avec l'argent de mon indemnité de départ, quand j'ai pris ma retraite de Textile Lyonnais. Thérèse était déjà malade à cette époque, mais elle a insisté pour que j'achète la voiture. Tu le mérites, Bernard, après tant d'années à prendre le bus bondé. Quand Thérèse est décédée en 2016, après 2 ans de lutte contre un cancer du sein, quelque chose a changé dans le comportement de Marcel et Céline. Les visites, qui étaient déjà rares, sont devenues encore plus espacées. Les appels téléphoniques ne venaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. J'ai commencé à remarquer une certaine distance, un air de supériorité quand ils me parlaient, comme si moi, avec ma modeste retraite et ma façon simple d'être, j'étais un fardeau, un embarras. Je n'y ai pas accordé beaucoup d'importance au début. Après tout, ils avaient une vie occupée, le cabinet d'avocats en pleine croissance, les enfants adolescents avec leurs activités. C'était normal qu'ils aient moins de temps pour un vieux veuf, ou c'est ce que je pensais.
C'est en mars de l'année dernière que tout a commencé à devenir plus clair pour moi. Julien, mon petit-fils aîné, allait avoir 18 ans en juin. Une date importante, non? La majorité, le début de la vie adulte. J'avais déjà mis de côté environ 2000 € de ma retraite pour lui offrir en cadeau. Ce n'était pas beaucoup, mais cela représentait presque 2 mois de ce que je recevais de ma pension. J'ai pensé que ce serait un bon début pour qu'il économise, peut-être l'utiliser pour ses études. Un dimanche après-midi, Marcel est apparu chez moi. Cela faisait presque 2 mois qu'il ne m'avait pas rendu visite, et soudain, il est arrivé avec un large sourire et une bouteille de vin. J'ai trouvé ça étrange parce qu'il n'était pas du genre à faire ses gentillesses. Céline est restée dans la voiture. Elle n'est même pas descendue pour me saluer. J'aurais dû me méfier à ce moment-là. « Papa, nous devons parler de quelque chose d'important, » dit-il pendant que je servais un petit café dans la cuisine. « Julien va avoir 18 ans et nous prévoyons une grande fête. »« C'est bien, fils. J'ai déjà mis de côté un peu d'argent pour son cadeau, » ai-je répondu, fier de pouvoir contribuer. Marcel a laissé échapper un petit rire qui m'a dérangé. « Papa, ce n'est pas de ça que je parle. Nous devons faire une fête à la hauteur de mon cabinet, tu comprends ? Mes associés, les clients importants, les gens de la haute société lyonnaise, tous seront là. C'est une question d'image, de statut. » Je suis resté silencieux, buvant mon café et attendant qu'il arrive où il voulait en venir. Le problème, c'est que la salle de réception que Céline a choisie dans le 6e arrondissement est très chère. Nous parlons d'une fête pour 500 personnes et avec l'expansion du cabinet, je n'ai pas de liquidité en ce moment. Alors, il a finalement dit ce qu'il était venu chercher. « Papa, je suis venu te demander de l'aide. Ta Peugeot 308 de 2018 est encore comme neuve. Elle doit valoir environ 85 000 €. Je connais un acheteur qui paye comptant. » Je me suis étranglé avec mon café. La Peugeot était mon trésor, mon unique conquête matérielle après tant de travail. « Mes fils, c'est la seule voiture que j'ai. Comment vais-je me déplacer? Je suis déjà trop vieux pour attendre le bus. »« Papa, » répondit-il avec cette voix que les avocats utilisent pour convaincre les autres, « tu ne sors presque jamais de toute façon. Quand tu en auras besoin, je viendrai te chercher. Ou prends un Uber. C'est moins cher que d'entretenir une voiture. Pense à Julien, à sa joie. » C'est ton unique petit-fils. Je suis resté pensif, regardant par la fenêtre ma voiture garée dehors, brillant au soleil après le lavage du samedi. Et ce sera juste la valeur de la voiture, alors. Il a hésité. « En fait, papa, toute la fête va coûter environ 125 000 €. Si tu pouvais compléter avec quelques économies que tu as... » À ce moment-là, j'aurais dû dire non. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, mais c'était mon fils. C'était mon petit-fils. On fait des folies pour la famille, n'est-ce pas? Surtout quand on est vieux et solitaire comme moi. « D'accord, fils. Je vais vendre la voiture et te donner aussi l'argent que j'ai économisé. Mais c'est une fête unique, hein? Ne viens plus rien me demander après. » L'étreinte que Marcel m'a donnée ce jour-là a été la plus forte depuis des années. Ses yeux brillaient, non pas de gratitude, je l'ai compris plus tard, mais d'avidité. Il est parti directement pour appeler l'acheteur potentiel de la voiture. En une semaine, ma Peugeot a été vendue et j'ai transféré pratiquement toutes mes économies à Marcel. 125 000 €. 40 ans de dur labeur, d'économie, de sacrifice, tout pour la fête de mon petit-fils. Dans les mois qui ont suivi, je n'ai pas beaucoup vu Marcel ou sa famille. Ils étaient occupés avec les préparatifs, selon ce qu'ils disaient au téléphone quand j'appelais. J'imaginais comment serait la fête, fier de pouvoir offrir cela à mon petit-fils, même si cela signifiait rester sans ma voiture et pratiquement sans économie. Je me consolais en pensant que je serais là, voyant sa joie, étant présenté à ses amis comme « mon grand-père qui a rendu tout cela possible ». Le grand jour est enfin arrivé. C'était un samedi de juin et je me suis arrangé du mieux que j'ai pu. Je n'ai pas de vêtements élégants, je n'en ai jamais eu besoin. J'ai mis mon meilleur pantalon de ville, déjà un peu usé aux genoux, une chemise blanche à manches longues que je gardais pour les occasions spéciales et la seule paire de chaussures de ville que j'ai, bien cirée pour l'occasion. Je n'avais plus de voiture, alors j'ai demandé un taxi pour m'emmener à la salle de réception dans le 6e arrondissement, un endroit où je n'avais jamais été auparavant. Je suis arrivé tôt à 19 h parce que la fête était prévue pour 20 h et je voulais aider si nécessaire. L'endroit était imposant, avec un énorme jardin à l'entrée, des lumières décoratives dans les arbres
et une équipe de voituriers accueillant les voitures de luxe qui commençaient déjà à arriver. Je me suis senti déplacé, mais j'ai pensé « Tout cela a été payé avec ta sueur, Bernard. Tu as tout à fait le droit d'être ici. » Je suis entré dans la salle principale et j'ai été émerveillé. Des tables impeccablement décorées, d'énormes arrangements floraux, une piste de danse avec un éclairage sophistiqué, un groupe se préparant sur une scène, des serveurs allant et venant avec des plateaux de boissons. Alors, c'est comme ça que les riches célèbrent les anniversaires, ai-je pensé. J'ai cherché la table principale où j'imaginais que je serais assis avec Marcel, Céline et mes petits-enfants. J'ai vu la table mise en évidence, avec un arrangement plus élaboré des cartes avec les noms des invités. Il y avait des places réservées pour Marcel, Céline, Julien, Béatrice et les parents de Céline. Mon nom n'était pas là. Un peu confus, j'ai demandé à l'un des organisateurs où je devais m'asseoir. Il a consulté une liste et m'a informé qu'il y avait une table des grands-parents de l'autre côté de la salle. Je m'y suis rendu et n'ai trouvé que les places réservées pour les parents de Céline. Rien avec mon nom. J'ai commencé à être anxieux. Où était ma place dans cette fête que j'avais moi-même payée? C'est alors que j'ai aperçu Marcel, déjà en costume et cravate, supervisant les derniers détails. Je me suis approché de lui, essayant de dissimuler mon inquiétude. « Fils, je suis arrivé. Où est ma place à table ?» Marcel m'a regardé comme si j'étais un étranger qui s'invitait à la fête. Ses yeux ont parcouru mes vêtements simples de haut en bas et une expression de dégoût a envahi son visage. Il a saisi mon bras avec force et m'a tiré dans un coin plus éloigné. « Papa, qu'est-ce que c'est que ces vêtements? Je t'ai dit de venir présentable. Mais fils, c'est mon meilleur costume. Il est propre, repassé. Ça ne va pas, papa. Regarde le niveau des personnes qui arrivent. Il y a des magistrats, des entrepreneurs, des gens importants pour mon cabinet. Tu ressembles à un... »« À un quoi, fils ?» ai-je demandé, sentant un nœud dans la gorge. Il n'a pas terminé sa phrase, mais son regard disait tout. J'étais un embarras, une honte pour lui à ce moment-là. Après quelques secondes tendues, il a regardé autour de lui comme s'il cherchait une solution. Et puis ses yeux se sont fixés sur une porte au fond de la salle. « Papa, fais ce qui suit. Reste là dans les toilettes jusqu'à la fin de la fête. » J'ai cru avoir mal entendu. « Comment ça? »« Dans les toilettes, papa. Reste là jusqu'à la fin de la fête. Personne ne te verra là-bas et tu ne m'embarrasseras pas devant mes invités. » Mais j'ai payé tout ça, Marcel. 125 000 €. J'ai même vendu ma voiture. Il a serré encore plus mon bras, presque en me faisant mal. Et alors, l'argent est déjà parti. Maintenant, c'est la fête de mon fils, à mon niveau social. Reste dans les toilettes ou va-t'en. Je suis resté sans réaction, comme si on m'avait donné un coup de poing dans l'estomac. Mes yeux se sont remplis de larmes que j'ai refusé de verser. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Je pouvais être un vieil homme simple, mais j'avais ma fierté. D'accord, fils, je vais rester dans les toilettes. Pourquoi j'ai accepté? Je me le demande encore aujourd'hui, peut-être par honte. Peut-être pour ne pas créer de scène à la fête de mon petit-fils. Peut-être parce que j'avais encore cette illusion que mon fils me respectait d'une certaine façon. Je suis allé aux toilettes de la salle de réception, un endroit grand et luxueux, avec plusieurs cabines individuelles. Je suis entré dans l'une d'elles, je me suis assis sur la cuvette fermée et je suis resté là. La montre à mon poignet indiquait 19h35. La fête venait à peine de commencer. Les heures qui ont suivi ont été les plus humiliantes de ma vie. Des toilettes, j'entendais la musique du groupe, les rires des invités, les toasts et les discours. Quelques hommes entraient, utilisaient les toilettes, ajustaient leurs cravates devant les miroirs et sortaient. Personne ne remarquait le vieil homme assis dans la cabine, avec les pieds relevés, pour ne pas être vu sous la porte. Vers 22h, un serveur est entré dans les toilettes et m'a vu quand j'ai ouvert la porte de la cabine pour étirer mes jambes. Le jeune homme, pas beaucoup plus âgé que mon petit-fils, m'a regardé avec curiosité. « Monsieur, vous allez bien. Vous avez besoin de quelque chose ?» J'ai baissé les yeux, honteux. J'attends que ça finisse. Il a semblé confus, mais n'a pas posé plus de questions. Il est revenu quelques minutes plus tard, avec un verre d'eau et quelques petits fours enveloppés dans une serviette. « Vous devez avoir faim », a-t-il dit avec une gentillesse que mon propre fils n'a pas eue. J'ai remercié d'un signe de tête, incapable de parler sans pleurer. C'était un étranger qui avait plus d'égards pour moi que ma propre famille.
Le temps passait lentement. Mon dos me faisait mal à force de rester assis dans cette position. Mes jambes picotaient, mais le pire était la douleur de l'humiliation. La douleur de réaliser que pour mon fils et mon petit-fils, je n'étais qu'un vieil homme gênant, utile uniquement pour l'argent que je pouvais donner. À 23 heures, j'ai entendu la musique diminuer. La fête se terminait. Je suis sorti de la cabine, les jambes engourdies après être resté assis si longtemps. J'ai lavé mon visage au lavabo, essayant de récupérer un peu de la dignité qui me restait. Quand j'ai ouvert la porte des toilettes, je me suis retrouvé nez à nez avec Marcel. « Encore ici ? La fête est déjà finie, casse-toi », a-t-il dit avec mépris dans sa voix. Céline était à côté de lui et a laissé échapper un petit rire. « Beau papa, vous sentez les toilettes. » Julien, mon petit-fils dont c'était l'anniversaire, est passé devant moi comme si j'étais invisible. Pas un regard, pas un remerciement pour le sacrifice que j'avais fait pour sa fête. C'est Béatrice, ma petite fille cadette, qui m'a surpris. Alors que je marchais tête basse vers la sortie, elle s'est approchée discrètement et a chuchoté « Pardon, papy ». Ses yeux montrèrent de la honte, non pas pour moi, mais pour le comportement de la famille. Je suis rentré chez moi en taxi, le cœur lourd comme du plomb. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je me retournais dans mon lit, repassant toute ma vie, tous les sacrifices, tous les moments où j'avais renoncé à mes besoins pour le bien de Marcel, puis de mes petits-enfants. Et c'était ainsi qu'il me remerciait, en m'enfermant dans des toilettes comme un chien indésirable. Le lendemain matin, je suis allé à la banque vérifier ce qui restait de mes économies. Le solde était de 2300 €. De tout ce que j'avais amassé en 40 ans de travail honnête, il ne restait que ça. J'ai ressenti un mélange de colère, de tristesse et, curieusement, de soulagement, comme si un voile avait été retiré de mes yeux, me permettant de voir la vérité pour la première fois. Je me suis souvenu des 3 terrains à Annecy dont j'avais hérité de mon père. L'un d'entre eux, le plus petit, Marcel le connaissait. Mais les 2 autres plus grands et dans une zone d'expansion de la ville, je ne les avais jamais mentionnés. C'était ma réserve secrète que j'avais l'intention de laisser en héritage pour assurer l'avenir de mes petits-enfants. Maintenant, après ce qui s'était passé, j'ai commencé à repenser mes plans. En rentrant chez moi, j'ai trouvé un message sur mon téléphone portable. C'était de Marcel. « Papa, merci pour l'argent. La fête a été un succès. Tout le monde l'a beaucoup apprécié. Ça va beaucoup m'aider dans les affaires. » Pas un mot sur m'avoir enfermé dans les toilettes. Pas une excuse, pas un remerciement sincère. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. L'amour inconditionnel que j'avais toujours ressenti pour mon fils a commencé à céder la place à un sentiment amer de trahison et de déception. En rangeant quelques papiers dans le tiroir du bureau, j'ai trouvé le contact d'un ami agent immobilier. Des années auparavant, il m'avait parlé de l'intérêt des investisseurs pour les terrains d'Annecy, qui prenaient rapidement de la valeur en raison de l'expansion de la ville. À l'époque, j'avais refusé toute offre en pensant à l'avenir de la famille. Maintenant, les mains tremblantes, j'ai composé son numéro. « Louis, c'est Bernard. Tu te souviens de ces terrains à Annecy dont nous avons parlé ? Je pense à les vendre. » Dans les jours qui ont suivi, je me suis consacré à organiser toute la documentation des terrains. Louis, mon ami agent immobilier, a confirmé ce que je soupçonnais déjà. Les 3 terrains ensemble étaient évalués à environ 8 millions €. La zone était devenue noble, avec des résidences de luxe apparaissant tout autour, et il y avait plusieurs investisseurs intéressés. « Bernard, tu es assis sur une mine d'or. Tu es sûr de vouloir tout vendre maintenant ?» a demandé Louis, sachant que j'avais toujours résisté aux offres précédentes. « Oui, Louis, il est temps de faire quelques changements dans ma vie. » Ce que Marcel ne savait pas, et c'était mon atout, c'est que j'avais beaucoup plus qu'il ne l'imaginait. Alors qu'il me voyait comme un vieil homme retraité, sans ressources, limité à la petite pension et à la Peugeot qu'il m'avait fait vendre, je possédais secrètement un patrimoine significatif. Ces terrains étaient l'héritage que mon père avait laissé à mes frères et moi. Les autres ont préféré vendre leur part tout de suite, mais j'ai décidé de garder la mienne, pressentant que la région prendrait de la valeur avec le temps. Et il y avait plus. Pendant mes années en tant que comptable, j'ai aidé beaucoup de personnes importantes à Lyon, des entrepreneurs, des juges, des politiciens. Je connaissais les coulisses des plus grandes entreprises de la région et j'avais la confiance de personnes influentes. J'ai toujours été discret sur ces connexions, car je ne suis pas un homme qui se vante.
Mais maintenant, ses amitiés seraient utiles. L'un de ses amis était Maître Paul, un avocat respecté en ville et ancien client de mes services de comptabilité. Quand je l'ai appelé et lui ai raconté ce qui s'était passé à la fête, il a été indigné. « Bernard, ce que ton fils a fait est du harcèlement moral envers une personne âgée. Tu pourrais le poursuivre en justice, tu sais ?» Je ne voulais pas en arriver là. Malgré tout, Marcel était toujours mon fils, mais j'avais besoin de conseils juridiques pour ce que je prévoyais de faire. « Maître Paul, je veux changer mon testament et j'ai besoin d'autres conseils aussi. » Nous nous sommes rencontrés dans son cabinet le même après-midi. J'ai expliqué mon plan et lui, bien que surpris par ma décision, m'a aidé à tout mettre en conformité légale. Je suis sorti de là avec un nouveau testament signé et reconnu par un notaire, où je laissais 100% de mes biens à Béatrice, ma petite fille cadette, la seule qui avait montré un peu de considération pour moi cette nuit fatidique. Il y avait aussi un autre élément en ma faveur que j'ai découvert par hasard. Le lendemain de la fête, j'ai reçu un email du gérant de la salle de réception, me remerciant pour ma présence et me demandant si j'avais aimé l'événement. Apparemment, Marcel avait donné mon contact comme étant le responsable du paiement. J'ai répondu poliment et presque sans espoir. J'ai demandé si, par hasard, ils avaient des caméras de sécurité sur place. « Oui, monsieur Dupont, nous avons des caméras dans toutes les zones communes, y compris dans les couloirs qui mènent aux toilettes. C'est la politique de l'établissement pour assurer la sécurité des invités. » Une semaine après la fête, j'ai demandé qu'on m'envoie les enregistrements de cette nuit. Cela m'a coûté des frais, mais chaque centime en valait la peine. Dans la vidéo, on voyait clairement Marcel me poussant vers les toilettes, et puis, des heures plus tard, moi sortant tête basse, tandis que lui et Céline riaient de la situation. C'était la preuve dont j'avais besoin si les choses devenaient compliquées. Avec tout préparé, c'était le moment d'exécuter mon plan. J'ai appelé Marcel un mardi matin. « Fils, je ne me sens pas bien. Je crois que c'est le cœur. Peux-tu venir ici de toute urgence ?» Sa voix est devenue alarmée. « Papa, qu'est-ce que tu ressens exactement? Veux-tu que j'appelle une ambulance? » « Non, non, viens juste ici rapidement. J'ai besoin de te dire quelque chose au cas où le pire arriverait. » J'ai mentionné le pire intentionnellement. Je savais que Marcel l'interpréterait comme la possibilité de ma mort et par conséquent de l'héritage qu'il s'attendait à recevoir. En moins de 20 minutes, il frappait à ma porte, haletant. Quand il a ouvert la porte, il m'a trouvé tranquillement assis dans le salon, buvant un café sans aucun signe de malaise. La confusion sur son visage était évidente. « Papa, tu vas bien? Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. »« Je vais parfaitement bien, fils. J'avais juste besoin d'être sûr que tu viendrais rapidement. Assieds-toi, nous devons parler. » Il s'est assis, encore confus, mais visiblement soulagé de ne pas trouver son père au bord de la mort. Je suis resté silencieux pendant quelques instants, juste en observant son visage, cherchant des traits du garçon que j'avais jadis élevé avec tant d'amour. Je ne les ai pas trouvés. « Marcel, tu te souviens de ce terrain à Annecy que tu sais que j'ai ?» Il a acquiescé. « Bien sûr, papa. » Ce petit prêt de l'autoroute, n'est-ce pas? Il doit valoir environ 300 000 € aujourd'hui. J'ai souri. En fait, ce sont 3 terrains et ils sont évalués à 8 millions d'euros. Son expression a instantanément changé. Ses yeux se sont écarquillés et sa bouche s'est ouverte de surprise. « 8 millions, papa, tu ne me l'as jamais dit. »« En effet, et je vais tous les vendre. » Il s'est redressé sur sa chaise, peinant à contenir son excitation. « C'est fantastique, papa. On peut rénover la maison, acheter un appartement à la mer, changer les voitures. » Je l'ai interrompu d'un geste. « Ce n'est pas pour toi, Marcel. » C'était comme si le temps s'était arrêté. Il m'a regardé incrédule, comme s'il n'avait pas bien compris. « Comment ça, pas pour moi? Je suis ton fils unique. Et je suis ton père, le même père que tu as enfermé dans les toilettes pendant 3 heures lors de la fête qu'il a lui-même payée. » Le sang a quitté son visage. J'ai vu le moment exact où Marcel a réalisé que je n'étais pas là pour distribuer de l'argent, mais pour régler des comptes. Il a essayé de se ressaisir, esquissant un sourire nerveux. « Papa, c'était un malentendu, une blague qui a mal tourné. J'étais nerveux avec la fête, avec les invités importants. 3 heures, ce n'est pas une blague, Marcel. C'est de l'humiliation, c'est du manque de respect, de l'ingratitude. » Je lui ai alors montré une copie de mon Nouveau Testament.
Quand ses yeux ont parcouru le document et qu'il a vu le nom de Béatrice comme unique bénéficiaire, son visage s'est tordu, en une expression de panique. « Papa ne fait pas ça. » Marcel est littéralement tombé à genoux devant moi. Une scène que je n'avais jamais imaginé voir. Lui, toujours si fier, maintenant suppliant comme un enfant. « Papa, je suis ton fils. S'il te plaît, ne me déshérite pas. C'était une erreur, je l'admets. Pardonne-moi. » Je l'ai regardé calmement. Dans les toilettes de la salle de réception, je n'avais pas de fils, Marcel, tu te souviens? Je n'étais qu'un vieil homme gênant, un embarras pour toi. C'était une blague, a-t-il crié désespéré. Ah, ceci aussi, ai-je répondu en montrant le testament. La différence, c'est que ma blague est légale. La tienne était cruelle. À ce moment, mon téléphone portable a sonné. C'était Céline. Marcel avait dû lui parler de ma supposée urgence de santé. J'ai répondu en haut-parleur. « Beau papa, Marcel m'a dit que vous ne vous sentiez pas bien. Tout va bien ?»« Bonjour Céline, tout va bien, oui. Marcel est ici avec moi. Tu veux lui parler ?»« Ah, il est déjà là, Dieu merci. J'étais inquiète que vous mouriez avant que nous puissions régler cette question du terrain à Annecy. » Marcel a fait des gestes désespérés pour que je raccroche, mais j'ai gardé le téléphone allumé. « Quelle question de terrain, Céline ? Bah, Marcel ne vous l'a pas dit ? On pensait le vendre pour construire une maison à la mer à Saint-Tropez. Ce petit terrain doit rapporter un bon petit pactole. »« Céline, ai-je interrompu, tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici. Je te suggère de venir chez moi maintenant et d'amener Julien et Béatrice aussi. Nous avons une affaire de famille à régler. » J'ai raccroché et j'ai regardé Marcel qui semblait avoir vieilli de 10 ans au cours des dernières minutes. « Alors, vous planifiez déjà de vendre mon terrain ? Intéressant. » Il a baissé la tête, vaincu. Il n'y avait plus rien à dire. 1 heure plus tard, Céline est arrivée avec Julien et Béatrice. J'ai expliqué calmement à tous la situation. Les terrains à Annecy, leur valeur, ma décision de vendre et le Nouveau Testament, laissant tout à Béatrice. Céline a eu pratiquement la même réaction que Marcel. D'abord le choc, puis l'indignation, puis les supplications. « Beau papa, pensez à vos petits-enfants. »« J'y pense, Céline. C'est pourquoi je laisse tout à Béatrice. » « Et Julien ?» J'ai regardé mon petit-fils aîné qui me fixait avec un mélange de colère et d'incrédulité. Julien a eu une fête de 125 000 €. Je pense qu'il est déjà bien payé. Julien a fait quelques pas dans ma direction. « Papy, vous ne pouvez pas faire ça. C'est injuste. »« Injuste ? Tu sais ce qui est injuste, mon petit-fils ? Un grand-père qui vend la seule voiture qu'il possède, qui donne toutes les économies d'une vie et qui, en échange, est enfermé dans des toilettes pendant la fête qu'il a lui-même payée. Ça, c'est injuste. » Béatrice, qui était restée silencieuse jusque-là, est intervenue d'une voix tremblante. « C'est vrai ça, papa. Vous avez enfermé papy dans les toilettes pendant la fête de Julien ?» Le silence de Marcel et Céline était une confession suffisante. Julien a détourné le regard. Honteux ou irrité, je n'ai pas pu le distinguer. Béatrice s'est approchée de moi et, à la surprise de tous, m'a embrassé. « Je suis désolé, papy. J'aurais dû faire quelque chose cette nuit-là. »« Ce n'était pas ta faute, ma petite fille. Tu as été la seule à t'excuser. » Dans les semaines qui ont suivi, Louis a réussi à conclure la vente des terrains pour 8,5 millions d'euros. Ce fut un processus rapide, car les investisseurs étaient vraiment intéressés par la zone. J'ai utilisé une partie de l'argent pour acheter un appartement confortable de 2 chambres pour moi, d'une valeur de 400 000 €, dans un quartier tranquille près du centre. Le reste a été investi dans un fonds auquel seule Béatrice pourrait accéder lorsqu'elle aurait 25 ans, pour garantir qu'elle ait assez de maturité pour gérer l'argent. Marcel, quand il a appris que la vente était concrétisée, est venu chez moi une fois de plus. Il était abattu avec de profondes cernes, l'attitude vaincue. Il ne ressemblait plus à l'avocat confiant qu'il était d'habitude. « Papa, tu as vraiment tout vendu ? » « Oui. » « Tu as vendu ta voiture pour m'aider ? » ?»« Oui. » « Tu as vendu toutes tes économies ? » ?»« Oui. » « Et je t'ai enfermé dans les toilettes ? » ?»« Oui. » « Pardonne-moi. » Je l'ai regardé pendant un long moment avant de répondre. « Non. » Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste la constatation d'un fait. Certaines choses, une fois brisées, ne peuvent pas être réparées. La confiance entre père et fils en était une. Ce jour-là, Marcel est sorti de ma maison, sachant qu'il avait perdu non seulement un héritage millionnaire, mais quelque chose de bien plus précieux, le respect
et l'amour inconditionnel de son père. Et c'était une perte qu'aucun argent ne pourrait compenser. 6 mois se sont écoulés depuis cette confrontation chez moi. Les choses ont beaucoup changé pendant cette période. Ceux qui me voient aujourd'hui vivant dans un appartement simple mais confortable, bénéficiant de l'affection de ma petite fille Béatrice presque tous les jours, n'imaginent peut-être pas la tempête que j'ai traversée pour atteindre ce calme. J'ai toujours pensé que la vieillesse serait une période de récolte, vous savez. Après une vie de travail, de sacrifice et de dévouement à la famille, je m'attendais à pouvoir me reposer entouré d'affection et de respect. Je n'avais jamais imaginé que je devrais affronter une trahison aussi douloureuse, précisément de la part de celui que j'avais le plus aidé dans la vie. C'est peut-être la leçon la plus dure que j'ai apprise. L'amour que nous donnons ne revient pas toujours avec la même monnaie. Quelques jours après cette confrontation, Julien est apparu à ma porte. Il était différent du jeune homme arrogant de la fête d'anniversaire, tête basse, voix hésitante. J'ai à peine reconnu mon petit-fils. « Papy, je peux entrer ?» J'ai ouvert la porte et offert un café qu'il a accepté en silence. Nous sommes restés ainsi pendant quelques minutes. Le tintement de la cuillère dans la tasse était le seul son dans la pièce. « Papy, mon père dit que vous êtes injuste. » J'ai respiré profondément avant de répondre. « Injuste, c'est dépenser 125 000 € pour une fête et enfermer celui qui a payé dans les toilettes. » Julien a détourné le regard, clairement mal à l'aise. « Mais tu savais que j'étais dans les toilettes cette nuit-là ?» La question a plané dans l'air pendant quelques instants. Julien a remué les épaules, inquiet sur sa chaise. « Oui, et tu n'as rien fait. » Son silence a été une réponse suffisante. Voir mon petit-fils là, incapable de me regarder dans les yeux, m'a apporté un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour le temps perdu, pour l'affection gaspillée. Soulagement pour enfin voir la vérité sans masque ni illusion. « Alors tu ne mérites rien, mon fils. Ce n'est pas par vengeance que j'ai pris cette décision, c'est par justice. Et la justice n'a pas besoin d'être cruelle pour être vraie, elle doit juste être juste. » Il est parti tête basse, sans argument. Au fond, il savait que j'avais raison. La vie a suivi son cours avec quelques surprises en chemin. Béatrice a commencé à me rendre visite tous les dimanches, sans faute. Elle venait tôt, apportait du pain frais de la boulangerie et préparait notre petit déjeuner tout en me racontant ses études de médecine qu'elle venait de commencer. Peu à peu, elle a apporté ses livres, ses cahiers, et nous avons transformé le salon de mon nouvel appartement en une sorte de salle d'études. Moi qui ai toujours aimé les chiffres, je l'aidais avec les statistiques médicales. Elle, avec sa jeunesse et sa patience, m'apprenait à mieux utiliser le téléphone portable et l'ordinateur que j'avais acheté. « Papy, papa est furieux », m'a-t-elle dit un jour tout en rangeant la cuisine après le déjeuner que nous avions préparé ensemble. « C'est son problème, ma fille. Il a dit qu'il va contester en justice. » J'ai souri, tranquille. Il peut essayer. J'ai la vidéo. La vidéo de la caméra de sécurité de la salle de réception est devenue ma garantie. Ce n'est pas par hasard que j'ai tenu à la montrer à Maître Paul, qui a confirmé « Dans votre cas, Monsieur Dupont, aucun juge ne donnera raison à votre fils après avoir vu ça. » Avec le temps, Béatrice a passé plus de temps chez moi que chez ses parents. Petit à petit, elle a apporté ses affaires. D'abord quelques vêtements, puis ses livres préférés, jusqu'à ce qu'un jour elle me demande si elle pouvait occuper la chambre d'amis. « Papy, c'est plus près de la fac et l'ambiance à la maison est insupportable. Mon père ne parle que de l'argent qu'il a perdu. » J'ai accueilli ma petite fille à bras ouverts. Ce fut une bénédiction pour nous deux. J'ai gagné de la compagnie. Elle a trouvé la paix pour étudier et un grand-père qui la valorisait vraiment pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle pouvait offrir. 1 an après l'incident de la fête, nous avons organisé ensemble la célébration du baccalauréat de Béatrice. Rien d'ostentatoire, juste un dîner pour quelques amis proches et des professeurs qui avaient marqué son parcours. J'ai tenu à tout payer, non pas avec l'argent des terrains, mais avec ma nouvelle retraite, qui, maintenant, sans avoir à subvenir aux besoins d'enfants ingrats, était plus que suffisante pour une vie confortable. Marcel et Céline n'ont pas été invités, non par vengeance, mais parce que Béatrice elle-même ne les voulait pas présents. Ils vont gâcher ma journée, papy. Ils ne font que se plaindre et dire du mal de toi. La vie a suivi son cours avec de petites rencontres et séparations. Un jour, j'ai croisé Marcel au supermarché Carrefour, près de la place Bellecour. Il était abattu, avec des vêtements moins élégants que d'habitude, poussant un chariot avec peu d'articles.
Papa, comment vas-tu? Je vis, sans voiture, mais je vis, ai-je répondu en choisissant quelques fruits. Papa, c'était quoi ça? M'enfermer dans les toilettes? Les gens autour ont regardé avec curiosité. Marcel est parti précipitamment, la honte inscrite sur son visage. À ce moment-là, je n'ai ressenti ni colère ni satisfaction, juste une étrange paix. Comme quelqu'un qui comprend enfin que certaines blessures ne guérissent pas, on apprend juste à vivre avec elles. Quelques semaines plus tard, Céline m'a appelé. Sa voix, toujours si arrogante, avait maintenant un ton presque suppliant. « Beau papa, Marcel est en dépression, il a perdu du poids, il ne dort pas bien. Tout ça à cause de cette dispute entre vous. J'ai eu une dépression pendant 3 heures dans ces toilettes, Céline. Soyez chrétien, pardonnez. J'ai été chrétien quand j'ai payé 125 000 € pour une fête où j'ai été enfermé dans les toilettes. J'ai raccroché, non par colère, mais parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Aujourd'hui, 2 ans après cette nuit à la salle de réception, j'ai 73 ans et une vie que beaucoup considéreraient comme modeste, mais qui pour moi est riche en dignité. Je vis dans mon appartement simple mais confortable. Béatrice est en 2e année de médecine et continue à vivre avec moi. Elle m'apporte de la jeunesse et je l'aide avec la sagesse que seules les années peuvent donner. Les week-ends, nous marchons ensemble dans le parc de la Tête d'Or, nous prenons une glace chez Nardone sur la place Bellecour et nous planifions un petit voyage à la Côte d'Azur pour les prochaines vacances. Rien de luxueux, juste pour sentir la brise de la mer et marcher sur le sable. Marcel, quant à lui, a traversé des moments difficiles. Sans les 8 millions qu'il comptait recevoir, il n'a pas pu maintenir le niveau de vie ostentatoire qu'il avait. Il a perdu son cabinet d'avocat au profit d'associés plus astucieux et vit maintenant en location dans un quartier bien plus simple qu'avant. Ironie du sort. Lui qui se préoccupait tant du statut social affronte maintenant le défi de vivre selon ses véritables moyens. Notre dernière conversation a eu lieu il y a environ 3 mois. Il est apparu chez moi sans prévenir un dimanche après-midi. Béatrice était dans sa chambre en train d'étudier. J'ai ouvert la porte et il est entré sans être invité. « Papa, pardonne-moi. J'ai regardé cet homme d'âge moyen, mon fils, quelqu'un que j'avais un jour porté dans mes bras et pour qui j'avais sacrifié tant de rêves. J'ai ressenti un étrange mélange de compassion et de détachement. Marcel, tu as eu le choix. Tu pouvais me donner une chaise, un coin, n'importe quelle place. Tu as choisi les toilettes. J'étais nerveux. Et dans les toilettes, papa, j'ai dépensé 125 000 € pour découvrir que je n'ai pas de fils. C'était cher, mais ça en valait la peine. Il est parti tête basse et une partie de moi voulait le rappeler, lui dire que tout allait bien, que nous pouvions recommencer, mais ce serait un mensonge. Certaines choses, une fois brisées, n'ont pas de réparation. Le respect en est une. Quand je regarde en arrière, je vois que ma vie a été faite d'échanges. J'ai vendu ma voiture pour payer une fête. J'ai gagné 3 heures aux toilettes. J'ai vendu 3 terrains. J'ai gagné une petite fille qui m'aime vraiment. J'ai perdu un fils. Mais en vérité, il m'avait déjà perdu bien avant, quand il a décidé que les apparences valaient plus que le respect envers son propre père. Ici à Lyon, les gens me montrent parfois du doigt dans la rue et chuchotent. C'est ce vieil homme qui a été enfermé dans les toilettes de la fête qu'il a lui-même payé. Au début, cela me dérangeait. Mais aujourd'hui, je le vis avec sérénité. Notre histoire devient un exemple, un avertissement sur les conséquences de l'ingratitude. Marcel pleure encore parfois à ma porte. Je n'ouvre pas, non par rancune, mais parce qu'il m'a enfermé une fois et maintenant il est enfermé pour toujours. Non pas par une porte physique, mais par une barrière beaucoup plus difficile à traverser, celle de la confiance brisée. Les toilettes d'une fête ne sont pas la place d'un père, surtout du père qui a payé la fête. Béatrice va devenir médecin, avec mon argent, mon soutien, mon amour. Julien va vivre avec le souvenir. Il a eu une fête de 125 000 €. Il a perdu un héritage de 8 millions pour ne pas avoir défendu son grand-père enfermé dans les toilettes. La justice n'est pas une vengeance, c'est une conséquence. Et la conséquence de m'enfermer dans les toilettes, c'est d'être enfermé hors de ma vie pour toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous remercie du fond du cœur. Un homme âgé comme moi a peu de chances d'être écouté avec attention dans le monde d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et laissez votre like. Et si vous m'avez vraiment suivi jusqu'à la fin de ce voyage, commentez ci-dessous votre opinion sur ce que j'ai fait.
Je veux connaître tous les avis.